Lisa Young est une jeune femme canadienne autochtone âgée de 21 ans lorsqu'elle va disparaître. Avant ça, elle va appeler l'un de ses meilleurs amis pour lui dire qu'elle savait que son agresseur ne la ramènerait jamais. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Lisa Young, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle histoire canadienne. On va parler d'une jeune femme qui était autochtone de par sa maman et qui a disparu. Et comme vous le savez sûrement, la disparition des jeunes femmes autochtones est un réel problème au Canada parce qu'il y en a en très grand nombre et la police ne fait pas grand chose, ou en tout cas ne faisait pas grand chose parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus et de plus en plus d'enquêtes sont prises au sérieux et même parfois résolues. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide et ça me soutient énormément, donc merci à ceux qui le feront et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Lisa Marie Young est une jeune femme canadienne autochtone née le 5 mai 1981 et vivant donc au Canada, en Colombie-Britannique, dans la ville de Nanaimo. Lisa est la fille aînée de ses parents, Don Young et Marlène Martin, et elle a également deux petits frères, Brian et Robin. En grandissant, Lisa a fréquenté l'école primaire Berkin et puis elle a intégré la Woodlands High School. Mis à part ça, elle était passionnée de fitness et de sport en général et elle aimait aussi beaucoup faire du patin à roulettes. Elle allait d'ailleurs souvent au bord de l'eau pour rouler. Aussi, Lisa était végétarienne depuis déjà quelques années. Pour vous parler un peu plus de sa personnalité, Lisa était une jeune femme très proche de sa famille. Son frère Martin l'a décrit comme une femme indépendante qui travaillait dur et qui avait une grande force intérieure. Ses amis la décrivaient de leur côté comme une personne extravertie, confiante, pétillante et c'était le genre de personne qu'on remarquait directement quand on entrait dans une pièce. Aussi, c'est important de le préciser, mais Lisa avait quitté le domicile familial après son diplôme secondaire et s'était installée dans son propre appartement. Elle avait une colocataire et vivait alors dans un immeuble sur la rue Barons Road. Mais bon, Lisa ne s'était pas vraiment fort éloignée car elle était presque voisine de la maison de ses parents. En fait, Lisa n'a pas continué d'études supérieures et s'était lancée directement dans la vie active. Au moment des faits, en 2002, Lisa venait d'avoir ses 21 ans et elle avait envie d'un tout nouveau départ. Elle s'était trouvée alors un nouvel appartement où elle habiterait cette fois seule et elle s'était aussi trouvé un nouveau travail. Au mois de juin 2002, son père, Don, l'aidait alors à emménager dans son nouvel appartement qui se trouvait dans le nord de la ville de Nanaimo. Pour ce qui est de son nouveau travail, elle commençait à travailler le 1er juillet 2002 et il s'agissait d'un travail dans un centre d'appel. C'était évidemment pas le travail de ses rêves, mais il rapportait assez d'argent et Lisa avait expliqué à ses parents qu'elle comptait économiser pas mal d'argent pour poursuivre des études supérieures. C'était son but depuis le début, mais évidemment ça coûtait très cher et elle devait économiser une bonne somme d'argent avant de se lancer. Mais bon, le rêve de Lisa était de faire des études dans le but de devenir commentatrice sportive. Plongeons-nous alors dans la journée du 29 juin 2002. Ce soir-là, Lisa a quitté son appartement. Elle habitait toujours dans l'appartement à côté de chez ses parents. Elle n'avait pas encore déménagé. Donc, elle va quitter son appartement vers 23 h pour se rendre dans la boîte de nuit Evolve Nightclub avec plusieurs amis. À ce moment-là, elle portait un débardeur noir, une jupe noire et des cuissardes noires à talons hauts. Par contre, les parents de Lisa vont trouver ça assez étrange que leur fille décide de sortir ce soir-là parce qu'elle devait justement emménager dans son nouvel appartement le 30 juin, donc le lendemain. Mais bon, si Lisa sortait ce soir-là, c'était pour célébrer la fête du Canada ainsi que le 21e anniversaire de son ami Dallas Huley. Dallas, c'était en fait un jeune homme avec qui Lisa était déjà sortie, mais après leur rupture, les deux étaient restés très proches et ils avaient continué à lier une amitié. Dallas était vraiment devenu un ami proche de Lisa et vraiment elle lui faisait confiance. Lisa faisait donc la fête et tout se passait bien et puis à 2 h 30 du matin, la boîte a fermé ses portes. Lisa et ses
ses amis se sont alors réunis sur le parking de la boîte de nuit et ils ont décidé de se rendre à une fête dans une maison à proximité. À ce moment-là, un homme va s'approcher du groupe et il va proposer de les conduire à la fête. En fait, l'homme avait une vieille voiture Jaguar rouge dont il semblait être assez fier et donc le groupe d'amis s'est dit que ça pouvait être amusant de se rendre à la fête dans cette Jaguar et ils ont alors accepté. Bon, ils étaient quand même pas mal d'amis, l'homme était tout seul, ils se sont dit qu'il ne risquait rien donc ils ont accepté en se disant que s'il y avait un problème, il serait assez pour se défendre dans tous les cas. Ils se sont alors tous entassés dans la Jaguar et l'homme les a bel et bien amenés à cette fête. Ils sont restés là un petit moment et puis à un moment donné, le groupe a décidé de se rendre à une toute nouvelle fête. Cette fois, elle se situait dans une maison près du lac Caters, toujours dans la ville de Nanaimo, à quelques minutes du Evolve Nightclub. Le propriétaire de la Jaguar était toujours là, il semblait avoir fait la fête un petit peu avec les gens qu'il avait conduits et donc il va proposer d'emmener encore une fois tous les amis de Lisa et Lisa dans cette nouvelle maison pour faire une autre fête. Encore une fois, tout le monde va accepter, ça s'était bien passé la première fois, ils avaient commencé un petit peu à parler avec lui, tout se passait bien et donc les amis vont de nouveau s'entasser dans la Jaguar et ils vont rouler jusqu'à la nouvelle fête. Arrivé à la soirée, un barbecue va avoir lieu et tout le monde va alors manger. Il était à présent 4 heures du matin et vraiment tous les gens commençaient à avoir faim, donc le barbecue a ravi tout le monde. Le problème pour Lisa, c'est qu'elle était végétarienne et donc elle n'avait rien à manger lors du barbecue. Le propriétaire de la Jaguar, qui était donc toujours avec eux, va alors proposer à Lisa de l'emmener dans un Subway pour prendre un sandwich. Lisa a alors accepté et elle est donc partie seule avec cet homme à 4 heures du matin. Une demi-heure plus tard, Lisa a appelé Dallas. Elle était un peu en panique et elle lui a dit qu'au lieu de l'emmener au Subway comme prévu, l'homme l'avait emmenée à une autre fête pleine de gens qu'elle ne connaissait pas. Par la suite, l'homme aurait emmené Lisa un petit peu à l'écart. C'est un peu flou, mais elle a réussi à téléphoner une nouvelle fois à Dallas. On ne sait pas vraiment si elle était seule à ce moment-là ou si l'homme était à côté et qu'elle a tenté le tout pour le tout, mais en tout cas, au téléphone, elle dira à Dallas « Je ne sais pas ce qui se passe, ce type ne me ramènera pas. Nous sommes assis dans une allée sur Bowen Road, il ne me ramènera pas. » Après ça, Lisa aurait subitement raccroché, puis elle aurait envoyé un message à Dallas qui disait « Viens me chercher, ils ne me laisseront pas partir. » Il faut savoir que Dallas et toutes les autres personnes présentes à la soirée étaient extrêmement ivres. Personne n'était alors en état de conduire ou même de se rendre compte de la gravité de la situation. Dallas a alors répondu par message à Lisa de prendre un taxi pour rentrer chez elle et après ça, il ne recevra plus de nouveaux messages de Lisa. Ce sera donc le dernier échange que Lisa aura avec quelqu'un et après ça, plus personne ne la reverra. Son téléphone va être localisé pour la dernière fois à Departure Bay, à 4 km plus ou moins de la rue Bowen Road, là où elle disait être assise avec le propriétaire de la Jaguar dans son dernier message à Dallas. Le lendemain, le 30 juin, les parents de Lisa se sont immédiatement inquiétés lorsque leur fille ne s'est pas présentée chez eux. Je le rappelle, il s'agissait du grand jour du déménagement de Lisa et elle était censée venir chercher ses parents tôt le matin, mais elle n'est jamais venue. Les parents de Lisa ont presque immédiatement eu une intuition et ils se sont dit que quelque chose n'allait pas et que potentiellement quelque chose aurait pu mal se passer la veille lorsque leur fille était sortie en boîte de nuit. En fait, venant d'une famille autochtone, les parents de Lisa savaient que leur fille était plus en danger que la moyenne. Je pense qu'on en parle effectivement de plus en plus, mais les jeunes filles autochtones sont malheureusement 6 fois plus susceptibles que la moyenne de mourir assassinés. Tout ça parce que pendant très longtemps, les autorités n'ont pas vraiment voulu protéger cette communauté et ça en faisait donc une cible beaucoup plus facile pour les personnes malveillantes. Et donc ça, les parents de Lisa le savaient et d'ailleurs ils avaient toujours été inquiets qu'un jour quelque chose d'horrible arrive à leur fille. Don et Joanne ont alors décidé d'appeler leur fille à plusieurs reprises, mais malheureusement, elle les laissait sans réponse, ce qui était totalement inhabituel. Quelques heures plus tard, ils ont alors appelé la police pour signaler la disparition de Lisa. Malheureusement, la police ne va pas du tout réagir comme ils l'attendaient et on leur répondra seulement qu'il n'y avait aucune preuve d'un acte criminel. Et donc les policiers vont refuser d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Les parents de Lisa vont malheureusement dire qu'ils s'y attendaient parce que, comme je vous l'ai dit, dans le cas de disparition de jeunes femmes autochtones, eh bien les autorités ne prennent pas souvent l'affaire au sérieux. Par la suite, le 1er juillet, donc 2 jours plus tard, lorsque
Lisa a été absente pour son tout premier jour à son nouveau travail, ses parents ont décidé de contacter les médias pour les avertir de la situation. En fait, les parents se sont dit que dans leur cas, la seule manière de vraiment faire bouger les choses était de médiatiser l'affaire. En fait, plus l'affaire allait être médiatisée, plus on allait en parler à la télé ou dans les journaux, plus des gens seraient au courant de ce qui se passe et donc les policiers auraient une certaine pression pour s'en occuper. Un article dans un journal local va alors être publié à propos de la disparition de Lisa et petit à petit, les gens vont commencer à parler de son cas. La famille va alors continuer à essayer de mener eux-mêmes leur enquête pour essayer de comprendre ce qui était arrivé à leur fille, mais évidemment, sans l'aide des autorités, c'était un combat très difficile, voire impossible. C'est seulement quelques semaines plus tard que enfin la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, a annoncé que le cas de la disparition de Lisa était inquiétant et qu'elle avait été probablement victime d'un acte criminel. Suite à ça, une enquête a alors pu enfin être lancée. Le suspect principal au centre de l'enquête était alors bien évidemment le conducteur de la Jaguar rouge. Il sera alors retrouvé à la fin du mois de juillet 2002, un mois après que Lisa ait été portée disparue. La GRC avait en fait lancé un appel à toutes les unités de la Colombie-Britannique afin que la Jaguar soit localisée. Et enfin, elle avait été interceptée par un agent dans la ville de Kelowna, à 6 heures de route de Nanaimo, là où Lisa avait disparu. Le conducteur de la voiture sera alors arrêté et placé en détention provisoire. Les enquêteurs vont alors l'identifier. Il s'appelait Christopher William Adair et avait 27 ans. Dans un premier temps, il dira que Lisa était vraiment très ivre le jour de sa disparition et qu'elle semblait avoir paniqué. Elle serait alors, selon lui, sortie de sa voiture en courant et il ne l'aurait plus jamais revue par la suite. Après ça, Christopher changera de version et il dira qu'elle ne s'était pas enfuie mais qu'elle avait en fait appelé un taxi. Clairement, tout le monde savait que Christopher mentait et qu'il retenait plusieurs informations importantes. Dans le but de le faire craquer, les enquêteurs vont alors organiser une rencontre face à face entre Christopher et Joanne, donc Joanne, la maman de Lisa. Les deux sont alors restés face à face pendant un moment. Et puis Joanne a fini par lui demander, presque en pleurs, ce qui était arrivé à sa fille. Et là, Christopher l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Je ne peux pas. Je suis désolée, je ne veux pas manquer de respect à votre famille. » Après ça, malheureusement, Christopher va être libéré parce qu'il n'y avait pas assez de preuves matérielles contre lui. Les enquêteurs vont alors décider de se concentrer sur la Jaguar rouge que Christopher conduisait la nuit de la disparition. Mais voilà, rapidement, on va se rendre compte qu'elle n'appartenait pas à Christopher, mais à sa grand-mère. Les enquêteurs vont alors vouloir parler à sa grand-mère, qui était d'ailleurs une femme assez connue des environs parce qu'elle était agent immobilière venant de la ville de Calicum. Le problème est que lorsque les enquêteurs ont été voir la grand-mère, elle était très énervée. Elle dira qu'elle ne voulait rien savoir de tout ça et qu'elle en était sûre, son petit-fils était innocent. Elle dira aussi qu'elle mènerait en justice quiconque voudrait impliquer son petit-fils dans la disparition de Lisa. Mais attendez, c'est pas tout parce que la grand-mère dira aussi qu'elle avait vendu la Jaguar et qu'à présent elle se trouvait très loin de là. De plus, on apprendra qu'elle avait donné de l'argent à Christopher pour qu'il puisse quitter la ville. Donc là, à présent, la GRC devait retrouver Christopher, mais aussi la Jaguar rouge pour essayer de l'analyser. Heureusement, après avoir passé un nouvel appel dans toute la Colombie-Britannique, ils vont retrouver la voiture. Ils vont alors aller parler au nouveau propriétaire, lui expliquer la situation et évidemment, ce nouveau propriétaire acceptera que les agents fouillent la voiture. Mais là, malheureusement, les enquêteurs vont se rendre compte que la voiture avait été nettoyée à la vapeur et que toutes les preuves probables avaient alors été effacées. Ils vont alors se concentrer à nouveau sur Christopher. Déjà, ils se rendront compte que quelques années plus tôt, Christopher, qui portait le surnom de Red Jag Guy, avait été arrêté à plusieurs reprises pour des motifs de vol, escroquerie et voies de fait. Mais aussi, juste avant la disparition de Lisa, il avait purgé une peine de 90 jours pour avoir agressé l'une de ses anciennes petites amies. Il avait donc un passé criminel notable et il était donc une personne d'intérêt dans cette affaire. Comme je vous l'ai dit, la police n'avait pas pu le garder en détention provisoire parce que malgré tout, ils n'avaient pas assez
assez de preuves contre lui, mais bon, il voulait quand même savoir où il se trouvait parce qu'on ne sait jamais, il pourrait être arrêté à tout moment. Malheureusement, ils se rendront compte trop tard que Christopher avait quitté le pays. Au fil des années, on va même se rendre compte qu'il avait vécu en Turquie ou même au Japon et encore dans d'autres pays, mais qu'il n'était jamais revenu au Canada. Les années vont alors encore passer sans que jamais l'enquête n'évolue et Joanne, la maman de Lisa, va alors décéder en 2017 d'une insuffisance rénale sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa fille. Dallas, l'ex-petite amie qui était donc la dernière personne à avoir communiqué avec Lisa, est lui malheureusement décédé tragiquement en 2018 après avoir été écrasé par une voiture. Malgré tout, il restait Don, le père de Lisa, ainsi que ses frères et d'autres proches qui restaient actifs dans la lutte pour connaître la vérité et un jour rendre justice à Lisa. D'ailleurs, pour ne jamais qu'on oublie la disparition tragique de Lisa, ses proches ont organisé 2 veillées en son honneur et ont organisé une campagne d'affichage, d'affiches et de panneaux dans toute la région. Aussi, en mai 2020, la journaliste Lisa Palmer a réussi à faire avancer les choses suite à son podcast consacré à la disparition de Lisa. Ce qui est dingue, c'est qu'avec la popularité de son podcast, elle a réussi à mettre assez de pression sur des témoins qui n'avaient jamais voulu parler et ces témoins ont enfin décidé de parler par rapport à ce qu'ils savaient, à ce qu'ils avaient vu la nuit de la disparition de Lisa. On ne sait pas ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, ça a fait avancer les choses parce que de nouveaux témoins se sont manifestés. Et d'ailleurs, la GRC est toujours en train de traiter toutes ces nouvelles informations. Aujourd'hui, Lisa aurait 41 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé et il reste encore des chances qu'elle soit vivante quelque part et que, par exemple, elle ait été enlevée afin d'être vendue à des trafiquants d'êtres humains. Aujourd'hui, les enquêteurs essayent encore de diffuser un maximum la photo de Lisa et rappelle qu'elle avait au moment de sa disparition 2 tatouages. Elle avait une bande de fleurs tatouée sur son biceps droit et 2 dauphins qui étaient dans le bas de son dos. Aussi, aujourd'hui, il y a une récompense de 50 000 $ qui est offerte par la GRC en échange de toute information qui permettrait soit de savoir ce qu'il s'est passé ou de savoir où se trouve Lisa Young. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que l'affaire avancera. Il y a des chances grâce à ce podcast, le fait que de nouvelles personnes aient parlé. Vraiment, je me dis qu'il y a possibilité que quelqu'un un jour craque et dise la vérité. Parce que d'ailleurs, dans son dernier message, Lisa disait qu'ils ne la laisseront pas partir. Elle parlait de plusieurs personnes. Donc sans doute que Christopher n'est pas la seule personne impliquée dans cette affaire. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire et aussi pour me dire toutes vos théories. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!